maintenant 2 jours avec nous, hein, certains, certaines. C'est vraiment un grand plaisir qu'on a eu d'échanger. Et puis, c'est un immense plaisir maintenant de recevoir un compagnon de longue route, puisqu'il nous a soutenus à la chaire Innovation Publique dès le début. On se rappelle, on a réussi à faire des ateliers participatifs avec les magistrats de la Cour des comptes. Donc, c'était quelque chose d'assez, pour nous, nouveau. On n'avait jamais fait des choses comme ça. Et donc, je suis très heureux d'avoir Mohamed Hannen Trojet, alors, qui est ingénieur de formation, ce qui est rare chez les énarques, puisqu'il est aussi énarque, mais il y en a. Il est haut fonctionnaire. Il a été conseiller récemment à l'action publique et numérique à l'Élysée pour le président Emmanuel Macron, donc entre 2019 et 2022. Auparavant, il a été secrétaire général adjoint de la Cour des comptes, chargé de la transformation des juridictions financières. Et il a aussi co-dirigé pendant 1 an, comme Thomas Cotinet qu'on a eu hier, le Liberté Living Lab, qui est un incubateur, lieu d'innovation qui est dédié à la tech civique et sociale, qui s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle aussi des fois dans le jargon la tech for good. Et en novembre 2013, il a remis au Premier ministre un rapport qui avait fait date, le rapport Trojet d'ailleurs, on l'appelait comme ça nous, sur l'open data, l'ouverture des données. Et on lui a demandé, bien sûr, comme à certains compagnons de notre groupe aussi, d'être présent avec nous dans ces 2 jours. Il a accepté. On te remercie beaucoup. Et donc, on va avoir une conversation, j'allais dire presque au coin du feu, mais non, puisqu'on n'a pas de feu, puisqu'il fait assez chaud. Tu vas nous faire une intervention. Je me mets à côté de toi. Je ne vais pas te couper tout le temps. Je vais te donner un micro. L'idée, c'est de faire un retour. Voilà, t'en as un. De faire un retour. Et je pense que, est-ce que tu préfères qu'on fasse des questions à la fin, ou je sais que tu as plusieurs parties, tu veux qu'on fasse des petites interactions courtes, mais c'est risqué avec ce public qui est très demandeur d'échange, mais c'est positif. Tu préfères quoi? Plutôt à la fin? Faire que ça marche déjà. Ouais. Oui, non. Si, Oui, ouais, ça marche. plutôt à la fin, je pense. Plutôt à la fin, voilà. Comme ça, on aura un déroulé. Eh bien, c'est parti. Je me mets à côté de toi. Je t'en prie. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Et effectivement, ça permet de revoir des visages familiers, mais que je n'avais plus vus depuis quelques temps. Et ça permet de se reposer des questions voilà, de fond après avoir voilà, mené des actions plutôt dans la tête dans le guidon. Donc, merci pour cette invitation. Et c'est aussi un jour un peu particulier pour se poser des questions rétrospectives sur l'action que j'ai menée pour le président de la République ces dernières années, parce qu'il se trouve que juste après mon intervention, je retourne au Palais de l'Élysée pour mon pot de départ. Donc ça va permettre d'avoir les idées un peu claires sur ce que j'ai fait de bien, de moins bien, et ce qu'il reste à faire pour les successeurs. Et puis j'ai aussi pu préparer un petit peu cette conversation avec mon prédécesseur de l'Élysée, avec qui j'ai pu déjeuner il y a quelques jours. Et donc merci de me donner cette opportunité d'évoquer, enfin de clôturer. C'est compliqué de conclure, de clôturer sur les enjeux d'innovation publique, parce que on est sur des dynamiques, on est sur des process, sur des processus, sur des personnes qui mènent des actions de long cours. Et donc relever les compteurs, c'est une très bonne idée, mais à condition que ce soit un temps intermédiaire pour les sujets d'innovation publique, et surtout parce que, et ça on pourra en reparler, parce que les décideurs publics pourraient être tentés de considérer que si on relève les compteurs, c'est qu'on a fait l'effort et que il n'y a pas besoin d'aller, de redonner un coup de collier. Donc je pense que c'est utile de relever les compteurs, de montrer tout ce qui a été fait de positif, toutes les difficultés qui ont été rencontrées, et de redonner de l'élan pour la phase qui s'ouvre. Alors, pour ma part, je me suis quand même beaucoup reposé la question ces derniers jours de la terminologie qui est retenue. Je crois que tu l'as évoqué en ouverture de ce colloque. Mais dans l'administration, dans l'État, on parle beaucoup moins d'innovation publique ces derniers temps que de transformation publique. Et donc ça m'a amené à me poser la question de, sous le vocable innovation publique, transformation publique, quels sont les termes qu'on a pu utiliser dans les décennies qui ont précédé pour essayer de vraiment repartir dans le temps long. Et en fait, ce que j'ai constaté en regardant rapidement des notices biographiques de ministres ou simplement des listes de ministres, c'est que au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on n'était pas du tout sur l'innovation publique, on était sur la réforme ou sur les réformes administratives. Donc,
je suis allé chercher les définitions, mais on rentrera dans le vif du sujet. Mais donc il y a eu la réforme administrative, les réformes administratives. Après, on est passé à une période réforme de l'État. Je reprends une note pour être sûr de ne pas trahir la volonté des présidents et premiers ministres successifs. Donc, entre 1946 et 1995, c'était plutôt réformes administratives. Entre 1995 et 2017, on était plutôt sur la réforme de l'État. Et depuis 2017, on a eu successivement l'action publique dans les intitulés de ministres et ensuite la transformation publique, même si la DITP créée au début du précédent quinquennat était dès le départ sur la transformation publique. Elle avait vocation, ou elle a vocation à mettre en œuvre le programme Action publique 2022. Je me suis aussi posé la question, à partir du moment où j'ai regardé les portefeuilles des ministres, des termes qui étaient rapprochés ou rattachés de réforme, de modernisation, etc. etc. Le terme qui revient le plus souvent, c'est la fonction publique. On voit qu'il y a un lien quasi organique entre les personnes qui font le service public, les personnes qui font l'action publique et la réforme. Les autres termes qui ont pu être utilisés, c'est la décentralisation. On voit bien que la réforme de l'État est aussi passée par le fait de transférer des compétences de l'État aux collectivités territoriales. D'autres termes qui sont apparus au cours des années, c'est la simplification, qui est revenue à plusieurs reprises. Et puis les autres rattachements plus récents, plutôt dans les 15 dernières années, ça a été des rattachements avec le budget ou avec les comptes publics. Et donc même cet aspect-là mérite qu'on se pose la question de pourquoi ce rattachement. Et dernier petit exercice de terminologie, avec mes notes qui vont dans tous les sens, c'est la terminologie administrative utilisée dans la dénomination des directions d'administration centrale, dans la dénomination des programmes de réforme, de modernisation. Et ce qu'on constate, c'est que sur les 15 dernières années, voilà, entre 2000 et 2007, on a commencé par la réforme budgétaire, avec la direction de la réforme budgétaire qui était une excroissance de la direction du budget qui en est sortie. Et puis ça a donné la DGME en 2005, donc Direction générale de la modernisation de l'État, qui a y compris intégré d'autres structures qui travaillaient plutôt sur la numérisation. À l'époque, on ne parlait pas de numérisation, mais d'informatisation ou d'administration électronique. Entre 2007 et 2012, c'était l'âge d'or de la RGPP, des CMPP, les comités de modernisation des politiques publiques, la revue générale ou la révision générale des politiques publiques. 2012-2017, là on est entré dans l'âge de l'innovation publique, avec la MAP, la modernisation de l'action publique, portée par un SGMAP, donc secrétaire général pour la modernisation de l'action publique, avec au sein de ce secrétariat général une direction interministérielle de la MAP, et entre 2012 et 2015, et puis en 2015, une direction interministérielle de l'accompagnement de la transformation publique. On a déjà senti une petite modification sémantique vers la transformation publique. Et donc effectivement, en 2017, création de la DITP, qui est ressortie du SGMAP en même temps que la DINSIC, devenue ensuite DINUM, et on a assumé la transformation publique. On pourra revenir vraiment sur le cœur des définitions dans quelques minutes, avec dans chaque ministère des plans de transformation ministérielle, avec un focus à partir de 2020 sur l'exécution des réformes, donc la transformation publique, l'exécution des réformes. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on est sur le même terrain? Est-ce que ce sont les mêmes méthodes? Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Et donc on a nommé dans les cabinets ministériels des conseillers chargés de l'exécution des réformes. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les conseillers sectoriels ou chargés de leur propre dossier qui s'assurent de l'exécution des réformes qu'ils portent par ailleurs? C'est en soi une question. Et puis il y a eu une très grande attention portée sur la vie quotidienne. Ça a commencé dès le début du quinquennat, mais ça s'est accentué avec la crise des Gilets jaunes et le grand débat, et le sentiment qu'une action publique de qualité on ne pouvait pas avoir d'action publique de qualité si elle n'était pas directement connectée à la réalité, au quotidien des usagers du service public ou des citoyens. Et là aussi, on a vu évoluer les terminologies. On est passé des OVQ, donc les objets de la vie quotidienne, pour ceux qui ont suivi le jargon, aux réformes prioritaires, donc à partir de 2020.
ça recouvrait la même réalité, mais comme il y a eu un remaniement gouvernemental, on a demandé au nouveau ministre de refaire un exercice d'inventaire, d'actualiser, de substituer des réformes à des objectifs. Et depuis le début du second mandat, ce qu'on appelle depuis septembre 2022 les politiques prioritaires du gouvernement. Donc, beaucoup de terminologie pour recouvrir derrière une gouvernance qui est peu ou prou la même, on va y revenir aussi, voilà, une méthodologie qui est à peu près la même, donc, entre les OVQ, les réformes prioritaires et les politiques prioritaires du gouvernement. Dans mon propos, avant de peut-être prendre des questions, je voulais m'intéresser tout particulièrement, parce qu'on parle d'où on en est dans l'innovation publique, tout particulièrement aux deux extrémités, si je puis dire, de l'innovation publique, de la transformation publique, qui sont d'un côté le pilotage et de l'autre côté ce que je qualifierais presque d'obsession du dernier kilomètre. Et je le fais à dessein parce que quand j'ai été recruté, j'ai fait partie de ceux qui ont eu un entretien d'embauche avec le président et ce qu'il me disait à l'époque, ce qu'il m'a dit à l'époque, c'est que quand on est conseiller à l'Élysée, on doit avoir une attention toute particulière au début, au lancement, et on doit avoir une attention non moins grande à effectivement l'exécution des réformes, à ce que le service public arrive bien jusqu'aux citoyens, jusqu'à l'usager. Donc je vous propose d'évoquer ces deux grands aspects et puis de tenter de répondre à la question de comment aller plus loin ou de lister une série de questionnements qui sont les miens sur comment est-ce qu'on peut aller plus loin en matière d'innovation publique. Alors, donc, le premier focus, la manière dont je l'ai écrit, c'est l'innovation publique peut-elle être pilotée comme toute autre politique publique? Déjà, le dire ainsi, c'est considérer comme acquis le fait que la transformation publique, l'innovation publique est une politique publique. Sauf que, comme je vous l'indiquais, des ministres ont été nommés pour porter la réforme administrative, la réforme de l'État, la modernisation de l'action publique, l'innovation, la transformation publique. Et donc, de facto, dès lors qu'un ministre en est chargé, qu'on lui a alloué des moyens, qu'on a fixé des objectifs à l'action de ce ministre, il me semble qu'on peut effectivement qualifier cette démarche comme une démarche relevant d'une politique publique. Sauf que ce n'est pas une politique publique comme une autre. C'est une politique publique qui est à la fois tournée sur l'usager, le citoyen, sur l'agent qui met en œuvre le service public, et sur les organisations elles-mêmes. Et c'est une politique publique qui a une vocation très transversale. Et la question de savoir si c'est réellement une politique publique comme une autre, et si c'est réellement une politique publique, elle se pose aussi du fait que dans le temps, je vous ai parlé des terminologies retenues dans les portefeuilles ministériels, j'ai aussi fait le petit calcul de savoir combien de temps, quel niveau politique a porté cette politique. Et en l'occurrence, si on regarde en durée, de manière décroissante, qui s'en est occupé, il y a eu 12 périodes où c'est un ministre de plein exercice qui s'en est occupé, ça, pendant une durée cumulée de 24 ans, avec beaucoup de discontinuité. Il y a eu, juste après, 6 périodes sans titulaire. C'est-à-dire que pendant 19 ans, entre la 4e et la 5e République, on a considéré qu'il n'y avait pas besoin d'un pilote de cette politique publique ou d'une incarnation politique de cette politique publique. Et donc, elle devait être portée soit de manière diffuse dans le gouvernement, soit dans le discours peut-être du Premier ministre. Ensuite, on a eu 6 périodes avec des ministres d'État, dont une période avec un vice-président du Conseil. Ça a duré une 12aine d'années, avec des discontinuités évidemment. On a eu 5 périodes avec des ministres délégués. Alors, 7 périodes avec des secrétaires d'État seuls, donc délégués auprès du Premier ministre ou auprès d'un autre ministre, avec mes feuilles qui continuent de s'envoler. Je n'ai pas envie que je sois un peu structuré dans mon propos. Donc, 7 périodes secrétaire d'État, 11 ans, 5 périodes ministre délégué, 8 ans, et puis on a eu une période avec un Premier ministre qui a décidé qu'il était, à qui le président de la République a confié dans son intitulé les réformes administratives, de la même manière qu'Elisabeth Borne est aujourd'hui Première ministre chargée de la transition écologique et énergétique, si je me rappelle bien. Et donc,
on voit bien que le simple fait qu'il y ait un portage politique n'a pas toujours été une évidence, mais que depuis quelques décennies, on a à peu près tout le temps eu un portage politique, donc une forme de pilotage. Et donc, si je retombe sur la bonne feuille, ce que je souhaite, eh bien, on tombe sur une politique publique à qui on assigne des objectifs, qui peuvent être des objectifs très macro, j'en donnerai quelques exemples, comme des objectifs très micro sur des nombres de kilomètres de pistes cyclables dans le plan vélo, par exemple. On met en place une gouvernance qui est, on le verra, plutôt atypique dans les gouvernances de politique publique qu'on peut observer. On y consacre des moyens et l'atteinte des objectifs est mesurée par des indicateurs qui sont encore souvent des indicateurs de moyens, même s'ils sont de plus en plus des indicateurs de résultats et d'impact. Ce n'est pas parce qu'on a des indicateurs qu'on mesure la réalisation, enfin, comment dire, qu'on mesure ces indicateurs et qu'on les mesure correctement. Et donc, oui, c'est une politique publique à laquelle on assigne des objectifs comme aux autres politiques publiques. Donc, si on reprend la terminologie que j'évoquais tout à l'heure, on voit bien que ça ne dit pas exactement la même chose. Quand on parle de la réforme, c'est un changement qu'on apporte à des lois, à des institutions, à des mœurs, afin d'en obtenir des meilleurs résultats. Donc c'est vraiment changement, meilleur résultat, c'est pour l'administration, en administration centrale, en service déconcentré, en opérateur. Si on parle de modernisation, c'est le fait d'organiser d'une manière conforme aux besoins et aux moyens modernes. Et donc ça pose la question de savoir quelle est cette modernité et quels sont ces besoins modernes. La transformation, c'est le fait de passer d'une forme à une autre, de donner un autre aspect à quelque chose. Et donc, si on regarde cela d'un angle scientifique, on est plus proche de la chimie, peut-être même de l'alchimie. Qu'est-ce qu'on transforme en quoi et comment on le fait? Est-ce que pour certains, ce serait transformer le plomb en or? Pour d'autres, ce serait à l'inverse éroder ou corroder un métal qui marche en rouille. C'est une vraie interrogation qu'on peut avoir. Et pour donner des exemples très concrets de déclinaison de ce vocabulaire, en 2007, et là j'ai repris des sites web publics, en 2007, la RGPP constituait une démarche de modernisation inégalée de nos administrations publiques avec un objectif simple. Donc c'est quasi un slogan, faire mieux avec moins. Autrement dit, concilier l'amélioration du service public lorsqu'elle est nécessaire avec l'économie de moyens dès lors qu'elle est possible. Et c'est dans la vague du New Management public avec l'idée d'une revue de dépenses et, comme on le dirait en bon anglais, un objectif de cost killing. 2012, modernisation de l'action publique. Alors, j'ai pas trouvé très précisément les objectifs, mais ce que j'ai trouvé, c'est ce qui suit. La modernisation de l'action publique, c'est une méthode. C'est pas un outil, c'est une méthode. Une méthode fondée sur l'évaluation des politiques publiques visant l'amélioration de la relation avec les usagers. Donc l'usager au centre. C'est plus la maîtrise des dépenses publiques. Et avec un focus sur la qualité de l'accueil, la simplification des procédures et, pour les collectivités locales, l'allègement des normes. Donc les mots d'ordre, c'est simplification, approche centrée sur l'usager. 2017, le programme Action publique 2022 a 3 axes. Là, pareil, je cite. Améliorer la qualité des services publics, offrir un environnement de travail modernisé aux fonctionnaires et maîtriser les dépenses publiques en optimisant les moyens. Donc on revient sur une revue des dépenses, mais elle est couplée à une revue des missions. Et on est sur une logique de modernisation dans le vocabulaire du programme Action publique. Mais c'est quand même une direction interministérielle de la transformation publique concrète. 2020, remaniement gouvernemental, nomination d'Amélie de Montchalin comme ministre de la Transformation et de la Fonction publique, avec un nouveau mot d'ordre qui est un service public plus proche, plus simple, plus efficace. Donc ça donne le là de la transformation publique. Et si on regarde finalement la circulaire du 19 septembre 2022 d'Elisabeth Borne, là on voit que c'est encore plus méthodique puisqu'on a 4 batailles et 3 principes. 4 batailles, la transition écologique, le plein emploi, la souveraineté, l'égalité des chances. On voit bien que la transformation publique est d'emblée arrimée sur le programme du gouvernement et de manière très transversale. Et on a 3 principes, la transparence sur les objectifs, sur les contraintes et sur les résultats, d'une part,
l'écoute et la recherche de compromis, d'autre part, les élections législatives étant passées par là, et l'efficacité, avec entre parenthèses, la culture de l'exécution et de l'impact concret. Et sur l'efficacité, il n'y a pas de référence, alors qu'on pouvait en avoir précédemment, à une efficacité d'ordre budgétaire ou comptable. Ce qui n'empêche que derrière, il y a quand même l'idée que la fête est finie, puisqu'il y a eu des prises de parole publiques et politiques sur le sujet. Donc, pour petite conclusion intermédiaire dans ce premier focus sur le pilotage de l'innovation publique, oui, déjà, ouais. Donc j'irai très très vite peut-être sur la deuxième partie. On a quand même un objectif qui est permanent dans toutes ces terminologies-là, dans tous ces portages, c'est l'idée qu'il faut adapter, améliorer, moderniser en continu. Et en fait, c'est le principe de mutabilité du service public que tout le monde connaît. Donc principe d'adaptation constante qui consiste à légitimer le fait pour l'usager d'exiger que l'administration améliore le service et l'adapte à la meilleure exploitation possible. On voit bien qu'il y a d'autres objectifs, maîtrise de la dépense, simplification. Il y a un intitulé qui m'a beaucoup intéressé au début des années 80, c'est l'extension du service public. Il y a eu un ministre, un secrétaire d'État, je crois, de l'extension du service public. Il y a l'amélioration de la relation avec l'usager, etc. Donc, avec un questionnement permanent qui est comment est-ce qu'on définit les objectifs politiques pertinents à un moment donné et comment est-ce qu'on les fait évoluer. Je vais aller très vite sur le deuxième point de cette première partie. Donc, une politique que l'on pilote avec une gouvernance propre, on pourrait se poser quand même la question de savoir si l'innovation publique est pilotable en soi. Est-ce que l'innovation, ça se décrète? Est-ce que ça se pilote? Comment ça se pilote? Par qui ça se pilote? Par des usagers, par les décideurs, par les financeurs, par ceux qui la conduisent. Et en fait, indépendamment de ces questionnements, on voit qu'un pilotage, un mode de pilotage a été installé avec d'abord un pilotage à la papa, avec des tableurs, des feux rouges, des smileys, de la météorologie, on l'a vu évoluer ainsi dans les dernières décennies. Et puis aujourd'hui, c'est un pilotage par la donnée, avec des indicateurs, des grands tableaux, de l'ouverture des données pour pouvoir justement démontrer la transparence et permettre aux usagers de vérifier par eux-mêmes. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, et c'est aussi le sens de Service Public Plus, on veut piloter par les retours utilisateurs, avec Vox Usager, avec Je donne mon avis, avec donc Service Public Plus. Et où on en est concrètement dans le dispositif en place depuis la circulaire de septembre 2022, on a 60 politiques prioritaires du gouvernement, avec une gouvernance qui est constante depuis le début du premier quinquennat, avec des réunions coprésidées par le secrétaire général de la présidence de la République et le directeur de cabinet du Premier ministre ou de la Première ministre, ça redescend au niveau des chefs de pôle de Matignon et des directeurs d'administration centrale, avec quand même la responsabilisation de directeurs de projet qui planchent devant le secrétaire général de l'Élysée, et le directeur de cabinet du Premier ministre, ce qui permet de le responsabiliser, de l'exposer, de le valoriser, et parfois de contre-arbitrer un directeur d'administration centrale ou un cabinet qui aurait estimé que ce n'est pas dans le sens du directeur de projet qu'il fallait aller. Il y a une déclinaison territoriale, avec les préfets qui sont chargés du fameux dernier kilomètre, avec les SGAR qui sont chargés de piloter cela au niveau régional, et des réunions interministérielles régionales, donc des réunions présidées par le directeur de cabinet de la Première ministre, avec en face de lui les préfets de région, enfin le préfet de la région examiné, les préfets de département, et on regarde les points forts, les points faibles, et on essaie de voir comment est-ce qu'on surmonte les difficultés. Ça peut paraître quand même très éthéré au regard d'innovations qui sont certaines, pour la plupart même, complètement branchées sur une réalité territoriale. Mais en réalité, ça a quand même une vertu, on va dire, électrifiante ou mise sous tension de tout un appareil, légitimant la nécessité de conduire cette transformation. Il y a des indicateurs de suivi, des outils de pilotage comme Pilote, le baromètre des résultats, les déplacements sur le terrain des ministres. Et puis il y a des moyens humains avec la DITP, les laboratoires d'innovation, avec toujours le questionnement de savoir s'il faut les centraliser, s'il faut les décentraliser, s'il faut les distribuer, avec toujours la question de savoir quelle alliance entre les innovateurs de l'intérieur et ceux de l'extérieur, comment est-ce qu'on fait appel à la compétence, à l'expérience, à la créativité des uns et des autres. Et puis il y a des moyens financiers, une mission budgétaire, un fonds d'accélération, et le FTAP, et un fonds d'accélération pour les startups d'État et de territoire. Donc on voit qu'il
il y a pu avoir des variations dans le pilotage, mais avec quand même une constante de ces dernières années, qui est un pilotage au plus haut niveau, un peu top-down, mais qui laisse quand même la parole aux directeurs de projet qui sont censés être l'incarnation ou le représentant du terrain. Je vais aller beaucoup plus vite sur la deuxième partie qui porte sur le fameux dernier kilomètre. Et sur le dernier kilomètre, quand même, il faut se poser la question de la terminologie, puisqu'on parle plutôt du dernier kilomètre dans les industries de réseau. Donc le dernier kilomètre d'électricité, le dernier kilomètre télécom, le dernier kilomètre pour la distribution d'eau. Et en fait, c'est un vocable qui est apparu plutôt récemment, avec l'idée que le service public, les biens publics sont aussi distribués. Et c'est sans doute aussi un vocable qui est utilisé pour être à rebours de l'idée de rationalisation qui avait plutôt le vent en poupe précédemment, et le fait de se dire que quand on regarde les grandes masses d'agents publics, eh bien, c'est dans les services déconcentrés qu'on les trouve le plus, et donc quand on veut faire de la maîtrise de la masse salariale publique ou des ETP, eh bien, on va commencer par les services déconcentrés. Et la conséquence, c'est qu'on retire des agents sur le terrain, et quand on enlève des agents sur le terrain, ben, en fait, physiquement et conceptuellement, on enlève des agents du dernier kilomètre. Et donc, c'est une expression de plus en plus utilisée pour les services publics et pour les politiques publiques, tant et si bien que le Conseil d'État lui-même a prévu d'y consacrer sa prochaine étude annuelle, et donc organise une série de conférences sur le sujet, en se focalisant sur quelques enjeux qui sont l'enjeu de l'accès aux biens et aux services publics ainsi qu'aux politiques publiques, l'enjeu de l'adaptation des politiques publiques à leurs destinataires, le souci d'efficacité de la gestion publique, la place faite à l'usager dans le fonctionnement de l'administration. Et étonnamment, il n'y a pas de focalisation sur la terminologie, enfin sur l'innovation publique, sur la transformation publique. Donc, il me semblait utile d'en parler un petit peu. Et si vous avez l'occasion d'assister à ces conférences, je suis sûr qu'elles seront passionnantes. Donc, si on parle du dernier kilomètre dans le service public, il y a une grande variété de significations et une variété tout aussi grande de déclinaisons. Donc, sur la signification, si vous regardez la terminologie politique, vous allez entendre parler d'aller vers l'usager, d'accompagner l'usager. Vous allez entendre le fait de décider au plus près en déconcentrant les décisions, donc remettre des fonctionnaires sur le terrain, connecter à la réalité du terrain. Le terrain devient une valeur cardinale de l'action publique, ou redevient. C'est la question du service public humain ou plus humain, bienveillant, reconnaissant le besoin exprimé et celle ou celui qui l'exprime. Donc avec un État qui conseille, qui accompagne, et pas seulement un État qui contrôle ou qui sanctionne. C'est un État qui ne doit pas ou ne peut pas être humiliant, qui doit reconnaître la diversité des situations et des réalités. Et puis il y a des enjeux traditionnels d'association des citoyens à la décision et de simplification, ou d'incitation au bon comportement volontaire, avec un écho à la table ronde juste avant. Et donc en termes de déclinaison, ça se manifeste par des lieux. C'est le programme France Service, avec des lieux physiquement implantés ou des bus ou des structures itinérantes. Ce sont des dispositifs d'accompagnement comme les conseillers numériques, comme les conseillers MaPrimeRénov', qui sont ces jours-ci critiqués par la défenseur des droits pour tout un tas de limites factuelles et objectives. Ce sont des modalités de communication gouvernementale. Vous l'avez vu avec la multiplication des spots autour de Covid ou autour de la rénovation thermique, justement, à la télé ou à la radio. C'est la question des alliances à renforcer entre les innovateurs externes et les innovateurs internes, et la question du service public augmenté, le fameux accélérateur d'initiatives citoyennes. Et puis, c'est la question du droit à l'erreur, les modalités d'incitation, comme les sciences comportementales ou autres manières de dénommer le fait de encourager le bon comportement ou le comportement vertueux, si je puis dire. Et donc, dans tout cela, quelle est la place du territoire ou du terrain, justement, dans ce dernier kilomètre ? Et mon principal constat à ce sujet, et je vais peut-être m'arrêter sur ça, c'est qu'on a des approches qui sont très hétérogènes, qui pourraient être complémentaires, mais qui ne sont pas nécessairement coordonnées. Et donc, on a l'approche top-down que je décrivais tout à l'heure, avec des feuilles de route interministérielles qui sont adressées par le Premier ministre au préfet, une partie de leur rémunération qui est indexée sur la réussite ou le succès des réformes prioritaires du gouvernement. On a la déclinaison territoriale de ces fameuses politiques
prioritaire du gouvernement, avec une volonté de rechercher de la donnée sur place pour étayer le fait que ce soit un succès ou un échec, ou que ce soit un succès à venir. Et il y a ces fameuses RIM territoriales, réunions interministérielles. Il y a du bottom-up avec les laboratoires d'innovation et les partenariats qui peuvent être noués entre ces laboratoires d'innovation et puis les agents publics qui innovent par eux-mêmes sur leur territoire. Et puis, il y a des approches qui sont mixtes avec des programmes d'innovation avec un volet territorial. C'est par exemple le volet territorial dans l'enveloppe de France Relance qui était dédié à la mise à niveau numérique de l'administration de l'État et des territoires. Et là, on a pu voir une multiplication des initiatives des collectivités qui avaient déjà ces initiatives, mais qui ont sauté sur l'occasion de pouvoir bénéficier d'un accompagnement financier et méthodologique de l'État. Et puis, je terminerai par là, peut-être un cas d'école pour ma part de ce qui pourrait être l'avenir de l'articulation entre l'État et les territoires, ou ce qui pourrait être une autre déclinaison de cette obsession pour le dernier kilomètre. C'est le paradoxe qu'on a pu observer ces dernières années dans les programmes ou les réformes les refontes de cartes de services publics. Avec, si on reprend la carte judiciaire, parce que c'était une des premières que j'avais suivies comme étudiant en 2007-2008, l'idée qu'il faut vraiment rationaliser la carte dans le cadre de la RGPP et fermer des implantations. Et on a une déclinaison comparable 2018-2019 avec la rationalisation de la carte des trésoreries des collectivités territoriales, avec une bronca de la part des élus et une annonce du président de la République. Alors c'est pareil pour les écoles, c'est pareil pour d'autres services publics, mais une annonce du président de la République au sortir du grand débat, qui était que les fermetures devaient être concertées nécessairement avec les élus locaux, avec les maires notamment. Et puis on a eu le Covid, qui fait qu'on a tous appris à travailler, à télétravailler, où on a tous pu démontrer que le télétravail qu'on faisait auparavant, c'était pas comme certains le disent, plus de télé que de travail. Et en fait, en observant cela, on se dit, mais il y a quand même une aberration, parce que d'un côté, on a fermé des structures ou des implantations publiques de l'État sur les territoires. D'un autre côté, on veut mettre des agents publics sur le terrain, remettre des fonctionnaires dans les territoires. On a une modalité possible qui peut être le télétravail, mais quand on regardait les programmes des différents candidats à la présidentielle, on avait toujours les mêmes recettes éculées qui revenaient, qui étaient délocalisons telle organisation, réorganisons, revoyons les cartes, etc. etc. Alors que moi j'ai quand même le sentiment que les confinements ou les modes de travail post-Covid nous ont donné des idées de comment faire pour envoyer des fonctionnaires sur le terrain, rebrancher l'administration centrale au territoire, tout en s'appuyant sur le réseau des implantations publiques existantes. Et donc, une des pistes qu'on a commencé à évoquer, et puis il se trouve que la Cour des comptes a publié il y a quelques jours un rapport sur le télétravail dans le service public, c'est de se demander si on ne devrait pas proposer de plus en plus à des agents publics d'administration centrale francilienne eh bien, d'aller s'installer où ils ont envie d'aller s'installer en région, de rester agent de l'administration centrale avec leur manager qui est à Paris ou où ils le souhaitent en réalité, et qu'au lieu de fermer des trésoreries des sous-préfectures ou ceci ou cela, en fait, on pourrait imaginer, qui sont aujourd'hui, vous le savez, très verticalisés. Donc la sous-préfecture, c'est le ministère de l'Intérieur, la trésorerie, c'est le ministère des Finances, etc. etc. Mais en fait, se dire que on aurait intérêt à avoir des implantations publiques qui seraient comme des coworking publics. Alors c'est peut-être la déformation d'être passé par le Liberté Living Lab il y a quelques années qui me donne l'impression que c'est faisable, mais une implantation publique comme coworking public dans laquelle on aurait des agents publics de services centraux, mais qui seraient au quotidien à vivre dans la ruralité, dans les quartiers hors des métropoles, hors de Paris et des grandes métropoles, déjà, ça permettrait de reconnecter concrètement.
ça permettrait d'avoir une espèce de reality check sur les grandes annonces, sur les prix du carburant, sur les taxes carbone, sur ceci, sur cela. Et par ailleurs, si on pousse le raisonnement, on pourrait même se demander si ces agents publics qui travaillent pour l'administration centrale en étant sur le terrain, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à découper leur emploi du temps, s'ils le souhaitent, pour dire qu'ils travaillent en partie pour l'administration centrale, en partie pour l'administration déconcentrée, ce qui permet d'avoir dans le même temps la personne qui contribue à la conception et la personne qui contribue à la mise en œuvre d'une même politique publique. Et pour certains métiers qui s'y prêteraient, je me demande même si on ne pourrait pas trouver une modalité de déroger au principe hiérarchique en quelque sorte, c'est peut-être révolutionnaire de le dire comme ça, mais avec des freelanceurs du service public. Et donc en fait, des personnes dans le secteur public, dans le service public, qui ont développé des compétences qui sont utiles partout dans le service public, mais qui aujourd'hui sont rattachés à une organisation et qui ne peuvent pas faire bénéficier d'autres organisations de ces compétences. Et donc on pourrait imaginer soit un rattachement principal et puis des missions réalisées pour les uns et les autres, ou pas de rattachement du tout, mais simplement un enjeu de staffer ces agents publics pour mener des missions, un jour pour le ministère de l'Intérieur, un jour pour le ministère des Finances, un jour pour le ministère de la Transition écologique, et favoriser cette interministérialité ou cette mobilité, en fait, de facto, par essence, parce que la question ne se poserait même plus de l'affectation ministérielle. Alors, ça pousse peut-être un peu loin. Il y a plein d'autres sujets que je voulais évoquer où on peut aller, mais peut-être qu'on pourra en parler pendant notre échange. Merci. On va échanger, puis on va, je pense, si ça marche, ouais, aussi ouvrir la discussion avec, je pense, la salle pour qu'on... Parce que je leur ai promis que c'était une conversation au coin du feu. Alors là, si on parle que tous les deux, ils vont se dire bon, d'accord, votre feu il est sympa, mais nous on va aller boire un coup dehors. Tu as évoqué beaucoup de choses. C'était très salutaire cet exercice que tu as fait de reprendre les terminologies, parce qu'on a démarré le colloque avec Anne Révillard et on en a reparlé jusqu'au bout en disant qu'il y a un problème de terminologie. Alors on a gardé le terme d'innovation publique parce que on l'avait dit ensemble, parce qu'on est durant le mois d'innovation publique, non pas que pour ça, parce que aussi dans la littérature c'est quelque chose qui est un marqueur qui reste. Mais de reprendre cette histoire-là dans le discours là qui est autre chose, d'administration publique centrale en particulier, c'est intéressant. Je t'avais même glissé sous le temps de la boutade, mais peut-être n'en est pas une. Qu'il y aurait presque un article à écrire sur cette histoire des terminologies, pour regarder un peu qu'est-ce que ça peut indiquer, comment on peut l'interpréter. Tu as évoqué longuement cette question du pilotage. Je pense que peut-être il y en a certaines qui auront envie de réagir sur ce plan-là, avec une description de l'évolution des moyens dont s'était dotée la puissance publique pour essayer de piloter ce que tu as quand même évoqué aussi, qui est peut-être quelque chose de pas entièrement pilotable comme habituellement, on va dire. Et puis après, il y avait la question du dernier kilomètre. Je crois que tout le monde ici est à peu près convaincu par les approches centrées utilisateurs. Donc, c'est côté expérience, c'est quelque chose qui est acquis. Je crois que beaucoup, on a partagé durant ces 2 jours des projets réussis, mais aussi des frustrations pour arriver à pouvoir avoir parfois le soutien pour aller au bout de cette démarche-là. Donc, peut-être il y aura des réactions. Là, c'est des invitations que je lance à rentrer dans la conversation, mais vous pouvez rentrer par d'autres biais, bien sûr, plus frontaux aussi. On accepte Et puis, ce dernier temps où tu proposes parce que ça, c'est une thématique qui a été abordée aussi par Thomas Cotinet hier, la question des agents. C'était présent de manière transversale dans beaucoup d'exposés, de personnes qui sont dans des missions innovation, dans des labs, dans de la formation. On voit que cette question des compétences, de l'évolution, des carrières, si on ne joue pas sur ce levier, je prends ça va être limité, mais on sent aussi qu'on peut toucher aux identités professionnelles, donc c'est des choses qui sont fragiles, sensibles. Il y a cette question des valeurs dont on a beaucoup parlé, du service public, et qui probablement réunit les gens. Donc ça, c'est... Est-ce que quand on est après dans ces modalités-là, comment est-ce qu'on fait encore communauté autour de valeurs communes? Comment est-ce qu'on peut arriver à pouvoir se projeter? Je dis ça, tu peux évidemment rebondir, mais c'est aussi pour que notre assistance se sente la liberté d'intervenir sur différents points. Je vois déjà un qui est là. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, parce que d'habitude c'est moi qui me balade, et Sarah, on va faire notre duo habituel. Tantôt c'est toi, tantôt c'est moi. Il y a Anne-Rel là-bas il y avait une main levée du côté gauche. Ah bah elle est partie à droite. Non, c'est pas. Et bah après, voilà, on va là. Maëlys, et après on ira à Anne-Rel et après Manuel.
Merci beaucoup pour votre intervention. Maëlys Dupont, moi je viens d'abord de la recherche et de l'innovation et puis j'ai eu l'idée saugrenue d'aller m'engager pendant 5 ans côté État, ministère du Travail, sur les fonds d'expérimentation du PIC. On est revenu dans le cadre d'une intervention sur une tension entre innovation et expérimentation. L'innovation quelque part embarquant quand même une idée d'obsolescence programmée, là où l'expérimentation peut-être nous imposera une discipline plus modeste mais peut-être plus exigeante d'apprentissage continu pour que derrière l'innovation ou l'expérimentation et des gestes nouveaux, on apprenne aussi à consolider des savoirs et ensuite, à partir de ces apprentissages, à réellement opérer de la transformation. Mais je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais plutôt sur deux points de votre intervention au début et à la fin qui m'ont intéressé. D'une part, je suis heureuse d'entendre les propos terminaux mettant plutôt l'accent sur l'agent. Et c'est quoi demain, l'agent public, en centrale, en déconcentré, etc. Et cette circulation est peut-être à repenser ce que c'est que le service de l'agent public au sein de l'État. Et je reviens là-dessus parce que dans vos premiers propos sur les moteurs de la transformation publique, et c'est toujours intéressant d'avoir le temps long, si je reprends les travaux de Philippe Bezès là, sur la réforme de l'État et la manière d'apporter les moteurs de la transformation publique possible sur un temps donc un peu plus long, oui, on a eu la réduction des coûts, et tout ce discours-là très prégnant. Et on a eu aussi cette petite musique, effectivement, du service orienté utilisateur, qui en fait date de bien avant, je crois, Giscard déjà, avec les contre-pouvoirs, le droit des administrés, etc. C'est tout sauf une évidence, et je me demande s'il ne serait pas temps de trouver un troisième moteur, peut-être fécond de transfo, à se dire, mais finalement, est-ce que la transformation, elle ne doit pas être portée d'abord par un service public orienté agent et satisfaction de l'agent pour le travail bien fait? Alors, je réponds tout de suite ou est-ce qu'on prend plusieurs questions? Comme tu veux, mais peut-être tu peux répondre le temps que Sarah, tu peux parce que là, je vais répondre tout de suite, effectivement, pour laisser le temps à Sarah de circuler. J'avais prévu une troisième partie que j'évoquais. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voulais proposer une série de questionnements autour justement des facteurs d'accélération. C'est comme ça que je l'ai écrit, donc ça se rapproche de ce que vous disiez, autour des facteurs d'accélération de frein à l'innovation. Et je vais essayer de faire une petite typologie, elle est sans doute imparfaite, mais je vous la livre. Donc la première, c'est la volonté politique. La deuxième, c'est les innovateurs eux-mêmes. Et dans les discussions préparatoires avec Mathias et avec Olivier, on était sur des courbes d'adoption avec les early adopters et puis les récalcitrants aux deux extrémités. Et en fait, les innovateurs publics, est-ce que c'est nécessairement et uniquement les early adopters ou est-ce que c'est beaucoup plus que ça? Et dans le sens, j'interprète votre question dans le sens où en fait il y a beaucoup plus d'innovateurs qu'on en identifie formellement et il y a des monsieur et madame Jourdain de l'innovation qui innovent sans savoir qu'ils le font ou sans faire savoir qu'ils le font. Il y a la question des institutions, la question des technologies, la question des communautés, et puis il y a quelques angles morts qu'on pourrait évoquer aussi éventuellement. Et sur la partie innovateurs publics eux-mêmes, qui pour moi est la dimension clé, qui est la dimension RH, il y a la question que je me posais en préparant cette intervention, de savoir si les innovateurs publics, ce sont des moutons à 5 pattes ou est-ce que ce sont des moutons noirs dans les organisations publiques. C'est des moutons tout court. Et avec en sous-jacent des enjeux de formation initiale pour que tout le monde soit en posture d'innovation et sache comment faire déboucher ces innovations. Il y a un enjeu de détection, de recrutement, d'affectation. Il y a un enjeu de formation continue. Et puis, il y a partout, tout le temps, un enjeu de confiance, un enjeu de soutien, d'accompagnement, d'investissement dans l'humain. Et ça, j'avais pu le constater comme secrétaire général adjoint de la Cour des comptes, avec le fait d'aller chercher quelqu'un du métier pour aller porter un projet d'innovation et de lui faire confiance et de me porter garant, moi, que cet agent va arriver à un résultat tangible pour l'ensemble des juridictions financières. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un patron qui me faisait confiance dans le fait que moi-même, je fasse confiance à quelqu'un d'autre. Donc, ça pose aussi la question des modalités de recrutement. Comment est-ce qu'on recrute un innovateur et comment est-ce qu'on favorise ensuite l'innovation dans le parcours. Et puis, donc l'enjeu d'accompagnement, je l'ai évoqué, et puis l'enjeu de valorisation. Comment est-ce qu'on fait en sorte que un innovateur, ne va pas faire un burn-out parce qu'il est seul contre le reste de l'humanité,
Et comment est-ce qu'on fait en sorte que, à l'issue de sa mission d'innovation, il n'aura pas lui-même été tellement transformé dans le process qu'il ne sera plus en mesure de s'intégrer dans son organisation d'origine. Et ça pose la double question de l'agent apprenant et de l'organisation apprenante, un peu voisine de ce que vous évoquez, avec la capitalisation de l'expérience. Et honnêtement, à ce stade, pour moi, c'est un défi. C'est-à-dire que les organisations sont prêtes, sous l'impulsion d'un ministre, à lancer un programme d'innovation. Il faut espérer et croiser les doigts pour que le ministre soit encore là quand le programme aboutit. Et il faut espérer que, même quand le ministre est parti, que toute la chaîne hiérarchique entre le ministre et l'innovateur n'a pas disparu ou n'a pas été transformée, qu'il n'y a pas eu un turnover tel que en fait, les nouveaux arrivants, de toute façon, bon, ça c'est un objet de l'ancien ministre, donc on va le laisser arriver. Et puis, voilà. Et puis l'agent public, il va retourner à sa mission antérieure comme si rien ne s'était passé, et puis son projet va disparaître. Donc pour moi, en fait, c'est de l'ordre du défi. D'ailleurs, quand on a préparé, ce que tu évoquais, après, bien sûr, je passe la parole, hein, mais c'est que toi-même, tu as participé, tu as rencontré, tu as recruté ou aidé à recruter pas mal d'innovateurs et d'innovatrices, et qu'il y en a qui se sont fatigués aussi. C'est exactement ça. Si on regarde dans les organisations, je prends l'exemple des cabinets ministériels. Du sujet, j'étais conseiller action publique et numérique. Donc, sur le sujet numérique, trouver des agents publics qui sont compétents dans le numérique, ça, on en trouve. C'est pas encore l'immense majorité, mais on en trouve. Trouver des agents publics qui sont compétents et en pointe et qui ont l'énergie sur la transformation numérique, on en trouve encore moins. Et on en a besoin à la fois pour conduire les projets opérationnellement et pour acculturer les ministres et les convaincre de soutenir justement ces projets. Et le constat que je fais de ces dernières années, je pense que ce n'est pas juste les 5 dernières années, c'est que quand on regarde les conseillers numériques ou les conseillers innovation ou les conseillers transformation, on a vraiment énormément de mal à les garder dans les organisations publiques parce que, en fait, soit ils se sont épuisés, soit la valeur de ce qu'ils ont apporté n'est pas reconnue, soit l'expérimentation échoue, mais c'est le propre d'une expérimentation, d'échouer ou de réussir. L'important, c'est la connaissance collective qu'on en a tirée. Et en soi, une expérimentation qui échoue, c'est un succès en soi. On a appris que faire ainsi, ça ne marchait pas. Et donc, si elle échoue... on a eu d'ailleurs un beau slogan, hein, c'était droit à l'erreur, devoir d'apprentissage ou devoir d'apprendre. Voilà. Et malheureusement, dans les organisations publiques, c'est pas encore hyper clair que quand une expérimentation échoue, c'est quand même quelque chose de positif à apporter à l'organisation. Et puis, d'un côté, ils sont sous-valorisés ou sous-évalués, mais dans le secteur privé, eux, ils ont bien compris la valeur de ces profils. Et donc, les agents publics ou les fonctionnaires ou les hauts fonctionnaires qui se retrouvent Chief Digital Officer ou Transformation Officer dans des grands groupes, ou ceux qui se disent, moi je vais créer une start-up parce que tant qu'à faire toute cette énergie, puisque la puissance publique n'arrive pas à en tirer de la valeur, je vais aller en tirer de la valeur autrement. Effectivement, on n'est pas assez bon pour attirer, garder, valoriser les profils d'innovateurs et des transformations. Ouais. C'est un point. Et juste par rapport à ça, dans l'échange qu'on avait en amont de notre échange, pour moi, c'est une problématique qui est vraiment critique. Je suis un grand fan de l'ouvrage Why Nations Fail. On en a beaucoup discuté. Avant de pouvoir disposer d'institutions qui sont apprenantes et nativement dans un processus d'amélioration continue, on a besoin d'avoir un volume critique ou un nombre critique de personnes innovatrices et présentes suffisamment longtemps dans l'organisation pour que les valeurs, les méthodes, les réseaux s'installent. Et sur la partie transformation, je ne sais pas si c'est un échec récent ou si c'est un échec structurel de l'administration, on n'arrive pas à cristalliser ces agents, à faire grossir les îlots d'innovation suffisamment pour avoir à la fin des institutions qui s'installent de manière pérenne pour permettre une transformation structurelle. Peut-être que ça s'est fait, comme vous l'évoquiez, dans la période Giscard, avec les grandes lois, la loi CNIL, la loi CADA, etc. Mais je
pense qu'on a une grande difficulté aujourd'hui à créer les institutions pérennes et efficaces, convaincantes et portées au plus haut niveau. Ouais, merci. Ce qu'on avait évoqué, nous, Myriam Lapence, là, qui est en face, avec qui on avait échangé, c'est qu'il y avait peut-être une différence aussi entre le central et les territoires. Dans certains territoires, il y a eu cette capacité progressive à installer des identités, des pratiques peut-être un peu plus loin que l'administration centrale. Je crois qu'on va redonner la parole à Sarah ici. Voilà, il y avait... Merci beaucoup. Angèle Talamona, je dirige une coopérative agroalimentaire Web3. Ma question porte sur la limite de l'internalisation des compétences. Nous sommes actuellement dans une période assez particulière de crise énergétique, le post-pandémie qui a complètement changé les rapports industriels avec l'Asie, et donc un gouvernement qui est face à un impératif très fort d'innovation. Il est obligé à mettre en œuvre, à définir et mettre en œuvre des programmes qui doivent tenir dans la durée, et il faut qu'il accélère. Donc, c'est une innovation, une transformation aussi quelque part, qui sera traversée d'ailleurs par le numérique. Donc, j'entends le freelance public. À une époque, on parlait start-up d'État. Vous étiez peut-être déjà au gouvernement. Bon, donc, y a-t-il pas une alternative à cette pratique de l'internalisation qui puisse être plus puissante en termes de territorialisation des projets et des programmes, là, le sujet du dernier kilomètre, en termes de communication, parce qu'il faut innover aussi dans la communication, dans le discours, le sujet de la terminologie, par un rôle d'agrégateur de compétences, de chef d'orchestre, parce que ces compétences, même s'il y a des gens très compétents dans l'État, ou la preuve, même il y a des gens... Pas que à McKinsey non plus, il y a des gens incompétents. Il y en a dans les entreprises, grandes et petites, qui sont spécialistes de différents sujets, et aussi dans les collectivités locales, qui sont déployées dans le territoire, et que parfois se sentent pas, ces sachants ne se sentent pas assez entendus, alors qu'ils ont des choses à dire, qu'ils connaissent le terrain, parce qu'ils y vivent. Voilà, donc ma question c'est, la limite de l'internalisation des compétences, y a-t-il une alternative copernicienne pour que vous deveniez, peut-être par une expérimentation au début, agrégateur de compétences externes? Alors, dans les réflexions on va dire à l'échelon politique de ces derniers mois, on va dire que c'est pas dans l'air du temps d'estimer qu'on a trop internalisé. Et en fait, quand on y regarde de plus près, les deux grandes périodes d'externalisation évoquées notamment dans le rapport sénatorial sur le recours aux consultants, c'est RGPP et période de pandémie, avec des doctrines de recours à l'externalisation différentes. Je ne parle pas du conseil informatique, ça on pourra en reparler si vous voulez, mais je parle du conseil en transformation, en organisation, en ingénierie de process, etc. En 2007, RGPP, c'est assez clair, c'est on externalise pour nous accompagner dans faire plus avec moins, et on externalise parce que ça nous coûte moins sur le très long terme, si on compte les retraites des fonctionnaires, de faire par d'autres plutôt que par nous-mêmes. Je ne suis pas sûr que d'un point de vue stratégique, ça soit allé beaucoup plus loin que ça. Et à l'époque, c'était aussi l'âge d'or de l'outsourcing. On va envoyer notre comptabilité, nos services juridiques, etc., ou notre informatique en Inde, etc., où on va externaliser complètement notre informatique. La deuxième période, c'est la période de Covid, parce que on a eu besoin de compétences très pointues qui existaient moins dans l'État ou qui existaient mais pas au bon endroit, et à un moment où on en avait besoin en grande quantité, en urgence et de manière très opérationnelle, et avec des hauts fonctionnaires qui étaient pour certains épuisés parce que travaillant tous les jours de 8h à 2h du matin, samedi, dimanche compris. Et c'est pas du tout la même doctrine. C'est pas du tout la même doctrine. Et pour autant,
les deux ont été critiqués, et à peu près pour la même raison. C'est ça coûte cher, et en fait, si l'État ne sait pas faire par lui-même, en fait, à un moment donné, on a un problème de souveraineté. Et quand on regarde les récentes circulaires sur le recours aux consultants, c'est bien cette idée de souveraineté, d'autonomie, et de capacité aussi à piloter des prestataires quand on fait appel à des prestataires. C'est encore une autre problématique sur le sujet numérique, je vais pas l'évoquer parce que sinon ça nous amènerait très loin. Pour répondre plus directement à votre question, dans les leviers d'accélération ou de frein, j'évoquais les communautés et écosystèmes d'innovateurs ou d'innovation, avec une question fondamentale qui est proche de celle que vous posez. Comment est-ce qu'on entretient le lien entre les praticiens et les sachants, sachant qu'on a des praticiens qui sont des sachants, on a des sachants qui sont praticiens, mais on a des praticiens qui n'ont pas connaissance de l'état de l'art, et des professionnels de la théorie et de l'état de l'art, mais qui aimeraient bien confronter leur théorie à la réalité, accompagner des expérimentations et faire évoluer leurs hypothèses et leurs conclusions. Et pour moi, ça pose une question fondamentale qui est la question de la prospective, de la veille, de l'anticipation. Et en fait, une des problématiques, et là pour le coup je pense qu'il y a un problème d'internalisation, c'est qu'au sein de l'État, on a perdu une ribambelle de services et d'agents qui étaient spécialisés sur la veille, les études, la prospective, l'anticipation, et qui étaient les personnes branchées sur l'université, branchées sur les cabinets de conseil, etc., etc. Et quand on faisait appel à un cabinet de conseil externe, eh bien, on savait ce qu'on lui demandait, on savait ce qu'on attendait de lui, et on avait à peu près une idée, pas forcément du résultat, mais de la direction dans laquelle on voulait aller. Il y a la question de l'expérimentation, ça on l'a évoqué, il y a la question du benchmark, mais voilà, sur le benchmark, c'est quand même très précieux de pouvoir s'appuyer sur des acteurs tiers ou indépendants qui ont accès à de la source d'information dont on ne dispose pas. Il y a la place de l'université, et on est ici à l'INSP, je me pose aussi très fortement la question de la place de l'INSP dans la formation des fonctionnaires, des agents publics à l'innovation et aux alliances avec les innovateurs qui sont à l'extérieur. Et il y a bien sûr la place du privé, que ce soit les think tanks, les do tanks, que ce soit les consultants. Et je ne suis pas de ceux qui opposent. Mais bien sûr. Oui, oui. Et je ne suis pas de ceux qui opposent frontalement le public et le privé. Mais vous avez aussi vu que politiquement, c'est extrêmement sensible. C'est un des points qui a été le plus récupéré, instrumentalisé politiquement pendant la campagne, à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Enfin, tout le monde avait un avis sur ce sujet du recours aux consultants. Donc, comment est-ce qu'on arrive à créer des alliances avec, vous parlez des entreprises, mais il y a aussi les citoyens, les individus. Si on regarde ce que la communauté Covid Tracker a fait autour de Guillaume Rosier, on peut se poser la question de comment est-ce que l'administration arrive à favoriser l'apparition de tels projets. Je parlais tout à l'heure de l'accélérateur d'initiatives citoyennes. Voilà, ce sont des choses à catalyser. Donc il y a une vraie question, je suis d'accord avec vous de ce côté-là, et c'est une question qui est très difficile d'évoquer sereinement, posément, parce que l'externalisation dans ce sujet, dans ce domaine, est épidermique. Je vais passer la parole à Manuel Zaclès. Je me demande juste si, en fait, dans ce que tu disais, André, c'était pas aussi la question de la centralisation, décentralisation, des écosystèmes aussi. Il n'y avait peut-être pas que interne, c'était à l'État, et donc tu as parlé des collectivités territoriales. Mais je veux pas relancer j'ai fait l'amalgame État-collectivité, parce que je pense qu'en fait, on a à une autre échelle la même problématique dans les collectivités. Oui, c'est ça. Mais je crois que peu importe. Il y a Manuel, et après, je crois qu'il y a Stéphane Vincent qui va en dire un mot, et après, je pense qu'on va arriver un peu au bout. Bon, moi, j'ai le rôle de poser des questions un peu critiques, mais peut-être que Stéphane va aussi le faire. Donc, non, il y a beaucoup de choses que vous avez dit sur la perte de connaissance de l'État, par la perte de tous ces experts, avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis prof à l'université. Donc, en gros, parce que comme votre intérêt aussi, c'est de représenter les plus hautes sphères de l'État, je me demande... C'est fini. C'est fini. C'était jusqu'au 31 octobre. Voilà. C'est mon pot de départ ce soir, mais ça fait presque un mois que je suis parti. Félicitations. Mais vous les représentiez. Donc, je me demandais un petit peu
si vous aviez aussi cette représentation, moi je suis fonctionnaire depuis un certain temps maintenant, où on a quand même 3 pôles, on a des agents extrêmement dévoués en fait, hein, dans la plupart des administrations qui innovent sur le terrain comme ils peuvent. On a des discours enchantés du côté de l'État, hein, qui véritablement, voilà, mais sont tellement déconnectés de la réalité de ce qui est vécu que c'en est vraiment étonnant. Parce qu'entre les deux, on a un fonctionnement bureaucratique très, très hiérarchique, hein, qui est en plus maintenant empreint d'un discours managérialiste avec du pilotage par des données, du contrôle et autres. Enfin, on vit ça dans l'enseignement en permanence. Et puis des fonctionnements qui restent terribles, hein, quand le président réunit les recteurs pour un grand discours où il va tout décider, du népotisme. Nous, avant, les recteurs étaient obligatoirement des professeurs d'université. Maintenant, c'est fini, c'est les amis du président, quel que soit leur niveau de formation. Vous avez dit les recteurs? Les recteurs, ouais. Traditionnellement, c'était des profs d'université. Maintenant, on a 2 recteurs qui ont été nommés, qui sont plus profs d'université, c'est-à-dire c'est des amis. Donc, oui, il y a cette espèce de difficulté. En fait, moi, j'avais presque une curiosité, mais est-ce qu'à un certain niveau de l'État, parce que vous représentez l'État, là, il y a cette conscience, enfin, du fait que nous, les soutiers, quoi, voilà. Alors, tout n'est pas noir, bien entendu, hein, en particulier dans la communauté qui est ici, hein, où vraiment les gens sont très intéressés par l'innovation ascendante, où il y a vraiment effectivement l'alliance avec les territoires. Moi, je pense que les territoires, ça n'a rien à voir avec l'État. Ils ont une liberté, une autonomie, une créativité qui est incomparable par rapport à, bon, même si ils sont peut-être moins stables dans leur poste. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses positives. Donc c'est pas du tout un discours complètement voilà, négatif, mais c'est une espèce de questionnement très sincère. Voilà. Je vais commencer par votre question sur la bureaucratie. Il y a, vous savez, il y a plein de formes de la bureaucratie, il y a plein de rationalité ou d'irrationalité dans la bureaucratie. Et la bureaucratie, c'est à la fois une sécurité contre l'arbitraire et d'un autre côté, la manifestation d'une infantilisation face à des principes, enfin, ou à des instructions qui descendent verticalement et qui ne sont plus interprétées en vertu du principe de subsidiarité. Donc, je ne peux qu'abonder dans votre sens quand vous dites qu'on a un problème avec la bureaucratie quand elle paralyse l'action et surtout quand elle paralyse l'action positive des agents publics. Et là, ça revient à la question qui était posée tout à l'heure par Madame, qui est comment est-ce que les innovateurs disposent de degrés de liberté face à une interprétation littéraliste ou étriquée de grands principes d'action qui sont édictés par la volonté politique. Et quand j'évoquais les modes de gouvernance, la gouvernance top-down trouve ses limites, bien évidemment, et sauf à plus distribuer le pouvoir dans les instances de gouvernance, ou sauf à revoir les gouvernances des organisations publiques, je n'arrive pas à voir, à ce stade personnellement, comment est-ce qu'on arrive à sortir de la problématique que vous évoquez, qui n'est pas nouvelle, qui est même très très ancienne. On peut lire Balzac et on retrouve des choses voisines de ce que vous dites. Sauf à ce qu'il y ait effectivement un changement copernicien de la distribution du pouvoir dans les organisations ou dans l'allocation de degrés de liberté dans les organisations. Je n'ai pas la réponse miracle à votre question. Sur la deuxième question, et j'aurais dû sans doute commencer mon intervention par là. Je suis magistrat de la Cour des comptes, mais je ne représente pas la Cour des comptes dans mon propos, et je suis ancien conseiller à l'Élysée, donc je ne représente plus la présidence de la République. Sur la question des recteurs, et c'est la même question qui nous a été posée sur les ambassadeurs, sur les préfets, sur la manière dont vous posez la question et dont d'autres posent la question, me semble mélanger plusieurs types de questionnements. Et dès lors que vous avez utilisé l'adverbe traditionnellement, vous avez teinté le sens de votre question. Est-ce que c'est parce qu'on a toujours fait ainsi qu'on doit toujours le faire? Et pour moi, l'innovation, c'est précisément... si on faisait avec les mêmes personnes nommées de la même manière, suivant le même cursus, comment est-ce qu'on a la certitude qu'on ne va pas arriver à la même chose? Alors, je vais terminer, et puis après, si vous voulez réagir, il n'y a pas de problème. Mais
il y a une chose on a remplacé l'ENA par l'INSP. Il y a une chose qu'on a faite, ce faisant, qui me tient beaucoup à cœur, c'est le renforcement du réseau des prépa talents, et c'est la création du concours talent. Le fait de se dire que il y a des personnes de grande valeur, des jeunes gens de grande valeur, qui aujourd'hui passent pas la barre des concours traditionnels, et qu'il faut réussir à faire rentrer dans le système, pas seulement parce que c'est eux qui ont la clé des problèmes, mais parce que en côtoyant ces personnes, les fonctionnaires avec un profil plus traditionnel, en fait, vont changer de perspective et vont eux-mêmes trouver des solutions qu'ils n'auraient pas trouvées autrement. Et donc, je vous dis, si c'est la question de la tradition, je pense que, je vais le dire un peu brutalement, mais ça n'a pas de sens. En revanche, et là où c'est, je pense, la deuxième partie de votre question et à laquelle j'adhère, il y a la question de la compétence. Il faut qu'on s'assure que les personnes qui deviennent recteurs, rectrices, ambassadeurs, ambassadrices, préfets, préfètes, aient la compétence. Et c'est vrai que si on l'a fait traditionnellement, comme vous l'évoquez, c'est parce qu'on a estimé et on estime que le fait d'être professeur des universités, ça permet de cocher un certain nombre de cases qui permettent d'avoir une présomption de compétence. Je ne vais pas parler au nom du président, je ne vais pas parler au nom de mon ancienne collègue conseillère éducation et enseignement supérieur, mais j'exclus pas qu'il y ait des personnes qui ne sont pas professeurs des universités qui peuvent apporter quelque chose à l'institution rectorale. Vous allez plus loin en disant ce sont les amis. Je vous avoue que je n'ai pas suivi les nominations de recteurs, donc je ne sais pas si ce sont les amis, si ce ne sont pas les amis. Je ne sais pas s'ils sont compétents, s'ils ne sont pas compétents. Et donc, je ne vais pas aller plus loin dans mon propos. Mais pour moi, l'enjeu, c'est la compétence, ne pas faire du corporatisme par tradition et par principe. Et bien sûr, il ne faut pas de népotisme, il ne faut pas de favoritisme, mais il faut que ce soit... en plus, on parle de recteur, donc l'ambition de la réussite de toutes les élèves, de tous les élèves, de l'épanouissement professionnel des enseignants, qui soit au cœur des préoccupations quand on nomme les recteurs. Je pense qu'on va enchaîner pour Stéphane. Non, c'était bonjour, Stéphane Vincent de la 27e région. C'était une toute petite réflexion sur l'histoire du dernier kilomètre. En fait, c'est très frappant parce que moi, à l'époque, quand j'ai démarré dans l'innovation publique, je pense que je me serais plutôt fait virer si j'avais employé cette expression, parce que l'idée, c'était justement de considérer que le local, le territoire, était le premier kilomètre. Et qu'en fait, il fallait reconstruire la pensée, la culture de l'action publique à partir du premier kilomètre, qu'est l'habitant, l'usager, la communauté locale, les usages locaux, l'écosystème local, et que ça serait beaucoup plus fertile de renverser cette pensée-là. Ça permettrait, l'innovation publique deviendrait justement un moyen de lutte contre la centralisation excessive. Enfin, je veux dire, donc je suis frappé quand même qu'on retienne de la période où ces choses-là ont démarré, l'idée de dernier kilomètre, parce que je crois que c'était justement la FING, par exemple, que tu connais bien, avait popularisé l'idée du premier kilomètre comme refondation de l'action publique, quoi. Donc voilà, c'est juste une anecdote, mais je suis frappé qu'on emploie encore cette expression du dernier kilomètre comme levier de l'innovation publique. Je pense que c'est précisément l'inverse qu'on cherche à faire. Voilà. Je pense que vous résumez parfaitement la tension permanente entre top-down et bottom-up. Et là, pour le coup, je pense que ça relève à la fois de choix politiques, mais aussi de la personnalité des autorités politiques. Voilà, on a largement au-delà de nos... Oui. Ah. Oui. Oui.
fort, Ouais, je crois. C'est pas la peine de recommencer. Non, c'est bon. Oui, est-ce que vous trouvez que la suppression des corps est un moyen de garantir, alors là je mets d'énormes guillemets, la compétence des recrutements, ou qu'au contraire, cela nous mène vers un certain désordre? Alors, je ne parlerai pas de nomination d'amis, hein, comme cela a été évoqué précédemment, mais on peut quand même y penser. Alors, on s'éloigne un petit peu de l'innovation publique, Ouais, on parle ouais. plutôt de réforme de la haute C'est fonction ça, publique, c'est mais, ça, mais, c'est mais ça. je m'y attendais un petit peu compte tenu de mes précédentes fonctions. Non, mais vous avez raison de poser la question. Si on devait, c'est très schématique ce que je vais dire pour commencer, si on devait sur un papier noter une croix pour tous les agents publics qui sont, par exemple, les administrateurs de l'État, puisque c'est de ça qu'on parle, puisque tous ces corps ont été fusionnés à partir du 1er janvier 2023 dans le corps des administrateurs de l'État, et qu'on regarde leur trajectoire, peu importe le calque qu'on vient poser par-dessus avec les formes en patate de celui-là il est de tel corps, celui-ci est de tel corps, celui-là est de tel autre corps. Parce qu'effectivement, le principal enjeu, c'est l'enjeu de la compétence. Et pour répondre de manière un peu plus structurée à votre question, l'observation, c'est que le système des corps n'a pas garanti que ce soit nécessairement les personnes les plus compétentes qui étaient nommées. Ça ne veut pas dire que ce sont nécessairement des personnes incompétentes qui ont été nommées. Ça veut dire que, dans certains cas, les contraintes juridiques ou de gestion de ressources humaines associées à la gestion des corps a barré la voie à des personnes ultra compétentes pour exercer ces fonctions parce qu'elles ne cochaient pas la case d'avoir été conseiller des affaires étrangères ou sous-préfet ou ceci ou cela. Donc ça, c'est plutôt l'argument pour dire le système précédent pouvait ou méritait d'être amélioré. Il y a une deuxième partie de votre question qui est est-ce que le nouveau système améliore effectivement l'ancien système? Et là, j'ai tendance à dire que à partir du moment où on a supprimé la contrainte de gestion de corps qui bloquait l'accès à des personnes compétentes, enfin à des fonctions pour des personnes compétentes, on a en partie amélioré le système, mais qui reste quand même la deuxième partie qui est comment est-ce qu'on recrute des personnes compétentes en général. C'était le cas au ministère des Affaires étrangères pour recruter des bons ambassadeurs, des bonnes ambassadrices, au ministère de l'Intérieur, pareil pour les préfets, mais c'est aujourd'hui la même chose quand on veut nommer un administrateur de l'État en poste comme ambassadeur ou une administratrice de l'État en poste comme préfète de département ou comme préfète de région. Et sur cette partie-là, pour le coup, c'est plus proche de l'innovation publique. Comment est-ce qu'on améliore nos processus RH? Comment est-ce qu'on s'assure que la formation continue, encore une fois, recrutement, formation initiale et formation continue, permettent de garantir l'employabilité, la compétence, la connexion aux sachants des personnes qui seront nommées à des fonctions éminentes? Et voilà. Dit autrement, work in Voilà. progress to be continued. À vos souhaits, donc. Ouais, ben on va organiser ça. Voilà, le thème du. Merci beaucoup, Nen. Merci à vous. Peut-être prêté au jeu la conversation au coin du feu. Ça a commencé à brûler, le feu prenait de.